Bonsoir à tous, merci de votre présence, d'être aussi nombreux. Donc l'École nationale supérieure d'art est heureuse d'accueillir Gilles Clément pour cette conférence, pour cette rencontre donc, qui est importante pour tous les étudiants de l'ENSA et je pense aussi pour le public et les gens de Limoges. Nous remercions également l'agence locale Vento du filiale d'école de nous avoir aidé à organiser cette rencontre. Donc Gilles Clément est jardinier, écrivain. Il est également chercheur, il est aussi créateur d'espaces de parcs, de jardins, d'espaces privés, d'espaces publics. Et il enseigne à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Depuis le début des années 80, je pense que ces axes de recherche s'articulent autour de 3 points essentiels, donc le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers-paysage. Donc ce soir, nous lui avons demandé d'évoquer son parcours, de énoncer, peut-être de formuler des concepts, ses axes de recherche, et bien évidemment, après son propos, vous pouvez lui poser des questions et nous pourrons échanger avec lui. Merci. À vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, merci pour cette invitation. Alors, vous m'avez demandé de tracer plutôt un parcours. C'est pas facile en 1 heure quelques de temps. J'ai construit les images en partant de réalisation, ce sont que des projets réalisés pratiquement sauf les derniers que vous verrez, qui expriment une évolution entre l'espace formalisé, quelque chose qui correspond à une dominante de la présence de l'architecture dans l'espace, à quelque chose qui ne l'est plus, parce qu'il y a d'autres préséances, d'autres urgences, d'autres raisons de composer autrement. Cette évolution-là met en jeu la question même de la forme. Mais avant de montrer ces images, je voudrais donner des définitions qui sont celles que j'utilise moi pour parler du métier que nous faisons. Tout le temps, nous utilisons des mots qui sont environnement, paysage, jardin. Et pour cela, je vous donne la définition que je donne aussi à mes étudiants. Alors, je commence par paysage parce qu'on dit qu'on est paysagiste. Donc, là, pour moi, je rigole parce que je vois quelqu'un que je connais bien dans la salle, qui a déjà entendu ça 20 fois. Mais enfin, non, ça va. Le paysage, je dis que c'est ce qu'on a sous l'étendue du regard. Ça signifie qu'ici, il y a un paysage. Pour les non-voyants, c'est ce qu'il y a sous l'étendue de tous les autres sens. Et nous aussi qui voyons, avons les sens éveillés pour percevoir la totalité du paysage, par le son, par le toucher aussi, mais nous privilégions la vue. Ça signifie que c'est quelque chose de personnel, de sensible, et si on met, voilà, vous tous devant le même paysage, il y aura autant que vous êtes de restitutions différentes d'une lecture pour une lecture d'un seul espace que tout le monde aura vu, mais pas de la même façon. Parce qu'il l'aura vécu avec sa sensibilité et sa culture. Environnement, c'est totalement autre chose. C'est la tentative d'une lecture objective du paysage, de ce qui nous entoure. Parce qu'on va pouvoir communiquer, et dans toutes les cultures, toutes les langues, tous les pays du monde, les mêmes éléments qui caractérisent ce paysage à partir de la chimie, de la physique, du pH du sol, de décibels, de je ne sais pas quoi, qui sont des analyses environnementales de l'espace. Donc là, on a une lecture objective. On n'en fait pas forcément quelque chose d'objectif après, ça c'est autre chose, mais une lecture objective. Jardin, c'est très particulier. C'est un mélange de ces deux choses. Le jardinier fabrique des paysages, et il est constamment aux prises avec les données environnementales, mais il exécute un rêve. Le jardin est le territoire du rêve, qui lui est interdit dans d'autres espaces que dans celui qui est un enclos
où il va protéger ce qu'il estime comme étant le meilleur, le plus précieux, quelque chose que dans le temps, il doit suivre et protéger. Et cette écriture du jardin change stylistiquement avec le temps parce que l'idée du meilleur change. Il y a toute une époque où on a construit les jardins, alors ce sont les jardins historiques qui nous renvoient ces images stylistiques, avec une présence formelle extrême. Ça, c'est un exemple récent, mais qui a à voir avec cette idée. Parce qu'il fallait que la construction de l'espace domine, parce qu'il y avait quelque chose à dire avec la construction. Bon, pour d'autres, par exemple, si on prend les jardins hispano-mauresques, on a plutôt quelque chose que l'on va mettre au milieu et que l'on va valoriser, qui sera l'eau, parce que vous allez voir les deux bouts. Parce que l'eau est ce qui manque dans les paysages que ces civilisations-là ont traversés au fil du temps. Et donc, il est question d'en parler comme d'un trésor. Donc, c'est ce qu'on met au milieu. Je prends le jardin classique avec cette conduction du regard, l'emprisonnement de la vision, c'est que l'horizon est peut-être au-delà, la du pouvoir. Il n'est pas question de dériver par rapport à ça. Il faut tailler les arbres. C'est très important. Mais pour dire quelque chose. C'est pas parce que les arbres demandent à être taillés, ça pas du tout. Bon, le jardin romantique, c'est plutôt une vision que l'on a depuis un idéal, qu'on privilégie ce point de vue devant une nature que l'on a dramatisée ou qui l'est déjà, et vers laquelle on va. Alors qu'autrefois, on n'y allait surtout pas. On n'allait pas à la mer, on n'allait pas à la montagne. Cela dit, on n'était pas dans l'état d'immersion. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met au milieu? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on va raconter? Le choc de l'écologie qui arrive il y a déjà un moment, dont on reparle beaucoup aujourd'hui, voilà le COP21, on va faire du dessin, mais nous apprend qu'on est tous dans le même bain, qu'on est dans un espace fini, que la pluie qui tombe, c'est de l'eau qu'on a bu déjà, que les plantes, les animaux et les humains ont déjà bu, ça c'est stressant, que ça s'est évaporé, que ça fait des nuages, que ça tombe partout, qu'on est dans le même bain. Sur la tête des riches et des pauvres de la même façon, qu'on nage dans cette grande lessiveuse, voilà, on est dans ce contexte-là, mais que l'on dépend de la diversité, que la diversité, sans elle, on ne pourrait pas vivre. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'important? Qu'est-ce qu'on va écrire dans le jardin? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est plus du tout ce qui a été dit et raconté autrefois. Donc l'image, la forme, qui traduit l'idée, va changer, c'est obligé. Pour un message qui est complètement différent. La vie, c'est très difficile. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas, moi, quelle est la forme qu'il faut choisir. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas privilégié quelque chose qui est une expression de la diversité, y compris dans la confusion, parce que c'est la diversité qui est importante et non pas la forme. Là, ça remet en jeu l'esthétique. Ça vous interroge, vous, qui étudiez ces questions-là. Vous voyez, que va-t-on faire pour valoriser quelque chose qui a toujours été dévalorisé, la mauvaise herbe? Qu'est-ce qu'on fait avec la mauvaise herbe? Elle est mauvaise au nom de quoi? Elle est mauvaise, l'herbe. Elle n'est pas mauvaise, elle existe, elle est vivante. Elle a un rôle dans l'écosystème. Elle va nourrir une chenille, un papillon, qui va donner un papillon, qui va être mangé par une chauve-souris, je ne sais pas quoi, dont on va avoir besoin, parce que tout ça sont des auxiliaires du jardinage sur les espaces dont nous nous occupons. Alors on fait quoi? C'est compliqué. On ne peut plus regarder les herbes de la même façon. Quel est le bon dessin? Ça, je ne saurais pas vous le donner, parce que c'est du cas par cas. Donc c'est cette évolution dont je parle, là je vais faire un résumé comme ça, avec des mots, et je vais vous montrer des images de réalisation qui abordent ces questions-là. Alors, le jardin de Valoir que vous voyez là, c'est un jardin qui existe dans la Somme. On n'est pas loin d'Abbeville. C'est une abbaye cistercienne qui a brûlé au XVIIIe siècle, reconstituée sur un style classique vraiment, pas du tout l'architecture cistercienne, hein, c'est l'époque XVIIIe. C'est récent ça aussi. Il n'y avait pas d'architecte du monument historique ni d'ABF à l'époque qui protégeait ce qu'il y avait autrefois en disant qu'il faut reconstituer comme avant, pas du tout. Alors, au XVIIIe, ils ont fait un bâtiment XVIIIe, quoi. Voilà. Et donc, j'ai dû, moi, contraint à faire un jardin, pas contraint, parce que c'est un projet, quelque chose devant cette abbaye-là, avec une collection botanique, très difficile de travailler avec une collection qui a été donnée, ça se passait dans les années 80, faire un jardin, donc j'ai d'abord fait quelque chose
qui s'inspire de l'architecture, qui reprend ici, voilà le cloître cistercien, voilà ce qui donnera le cloître végétal dans l'axe. On a une construction complètement classique, parce qu'on est devant. C'est-à-dire que j'ai donné le privilège à l'architecture parce qu'elle se voit énormément, et que la nier aurait été bizarre et même une erreur. Mais cela dit, c'est quand même un projet de diversité qu'on a mis entre les mains, parce qu'il fallait que je place ces collections et je les ai mis sur les côtés dans des endroits qui finalement sont des endroits où on va bien entendu, puisqu'il y a toute une promenade dedans, mais qui ne sont pas dans l'axe de vision. Dans l'axe de vision, on tombe sur ce cloître végétal, où il y a des petits carrés qui, eux, renvoient aux collections, c'est un index. Mais il est terriblement construit, il est comme une géométrie qui se rapporte à la géométrie de l'architecture elle-même, que vous voyez, voilà ce que ça veut dire. Donc il y a un silence, il y a un vide de composition entre les deux cloîtres, celui qui est à l'intérieur du bâtiment et celui qui est au bout. Dans le cloître, il y a cet index, et les collections, vous les devinez, parce que c'est un espace assez varié sur les bords, que j'ai dû rassembler, parce que ça c'est dans l'index, de référence végétale, je vous épargne ça, mais j'ai rassemblé les végétaux dans la partie humide. Là, c'est la constitution d'un ruisseau, et dans la partie haute, avec une mode de, c'était une vieille image au début, avec un mode de classification qui n'a rien à voir avec la classification scientifique. Collection végétale, c'est ardu. Hein. Tous les végétaux sont différents. Donc finalement, je les ai rassemblés non pas par ce qu'on appelle les familles botaniques, mais par convergence phénotypique, les aspects. Ce qui fait qu'il y a des arbres de l'hiver, ceux qui ont des écorces, sont des familles complètement différentes, des écorces intéressantes. Des plantes qui ont des épines, sont des plantes très belles aussi parfois, mais elles ont des familles différentes. Vous voyez, c'est ça. Le principe de regroupement de ces végétaux, de cette collection en forme d'île. Alors, ça vous donne une idée là. Un rosier qui est intéressant par ses épines. Elles sont rouges. Rosa omeiensis terracantha, je vous dis ça comme ça. Un joli rosier chinois. Un érable qui perd son écorce, qui est très visible en période hivernale, un autre qui a un bois rose, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà le paysage de l'abbaye de Valloire qui est très composé. Un autre jardin, dans un style très différent, là on était loin de la ville, là on est dans la ville, et la composition subit, enfin elle est aussi prisonnière, pareil, d'une architecture 17e, dans Paris, c'est près de la place Vendôme. Et le principe consiste à faire un fil vert qui est conducteur du regard, qui n'est pas à proprement parler une perspective contrainte, et qui est juste une composition centrée, avec des jardins sur les bords, et on tombe dans l'eau. Voilà, ça c'était le parfait au départ. Le fil descend, on ne peut pas cheminer dessus parce qu'on casse la figure, c'est pas fait pour marcher. On fait un tour par un mur, par une rivière, c'est le but de l'opération. Et on revient sur le jardin par une porte. Là, on rentre dans une végétation qui a une certaine diversité. Et j'y arrive pas, si j'y arrive, là. Excusez-moi. Et on tombe dans l'eau. Donc ces deux jardins-là, je dirais, un grand, et avec une collection botanique, un petit, et avec une conduction du regard, sont tous les deux inféodés à l'architecture, c'est ce qui domine, c'est ce qui fabrique presque la totalité de l'espace. Au parc André Citroën à Paris, il m'a été donné pour la première fois de pouvoir proposer quelque chose qui est en rupture avec ce genre de contraintes, en disant oui, non, il faut qu'on parle d'autre chose. Que ce n'est pas seulement la composition de l'espace. Cela dit, c'est un parc très composé. Nous étions 4. Un architecte et un paysagiste dans chaque équipe, 2 équipes, donc 2 architectes, 2 paysagistes. Mais l'autre paysagiste est quelqu'un qui a une écriture architectonique forte, qui fait que c'est un peu comme si on avait 3 architectes et un jardinier. Pour moi, pour le coup, je me suis positionné comme ça, en abordant la question du jardin en mouvement. Très brièvement, c'est ça la première étape très importante, c'est quand, ayant mon propre jardin, je décide de donner un privilège
un être vivant et non pas à la composition de l'espace, même s'il y a une esthétique qui règle l'espace. Lorsqu'une plante, qui est une plante qui a son comportement de vagabonde, vient dans un passage étroit, me contraindre, parce qu'elle me pose une question, je l'aime, elle est belle, je veux la garder, oui, mais je peux pouvoir passer, je fais quoi? Je la garde ou je l'enlève, parce qu'elle est dans mon passage, elle deviendrait une mauvaise herbe alors qu'en fait, elle est juste une plante que j'apprécie? Non, je dis, ça c'est pas possible, je la veux, je la garde, donc je change mon chemin de place. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire en respectant les dynamiques sur le terrain, est arrivé un mode de gestion qui respecte d'ailleurs aussi autre dynamique que celle du déplacement physique, et qui, je finis par appeler le jardin en mouvement, le jardinage qui prend en compte le mouvement, et qui prend en compte toutes sortes d'autres choses aussi. Et là, pour le coup, la forme, en tant que système statique, répétitif, qu'on va retrouver dans le temps, disparaît. C'était une chose un peu difficile à faire admettre. Au parc André Citroën, j'avais placé ça au milieu, parce que c'était un peu pas révolutionnaire, mais presque, qu'il fallait le mettre au centre. C'était 100 ans après les grands parcs de Haussmann, etc. C'était quelque chose d'un message. Ça n'a pas été accepté. Donc on l'a mis ici, sur un petit hectare, et c'est un parc de 14 hectares, qui est très grand. Voilà. Mais enfin, c'était miraculeux que ça ait pu être réalisé. Vous voyez, ce parc est très dessiné, très construit. Ça, c'est la partie la plus architecturée, qui est la partie la plus à l'ouest, à l'est. Et puis ça, ce sont les constructions, je dirais, par l'eau, par les serres, par les végétaux aussi, dans cette partie-là. Donc il y a tout un langage architectonique, il y a tout un rythme donné par les fontaines, et malheureusement c'est ça qui marche le moins bien aujourd'hui, c'est l'artifice. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans ces endroits-là, ce qui ne marche pas, c'est ce qui est coûteux dans l'entretien. Et ça en particulier, les systèmes d'eau, ça ne marche pas très bien. Et les jardins sériels qui sont sur le rythme d'une architecture que vous voyez de l'autre côté de la rue, et ça c'était quelque chose qui est très intéressant à fabriquer, chacun d'eux ayant un dessin différent. Et puis, ça c'est le jardin bleu, je ne vais pas vous les passer tous, mais l'orange, ils ont tous en rapport avec cette idée de l'eau, soit évoquée, soit présente, la rivière, le ruisseau, la cascade, ou la rivière, la grenade, vous allez rajouter. Mais le jardin en mouvement est celui qui crée le trouble. Parce qu'en fait, c'est celui qui se trouve entre les mains du jardinier. Le concepteur n'est pas, je ne suis pas le concepteur du jardin en mouvement. Je suis quelqu'un qui propose l'idée avec une expérience de terrain. Je conçois dans mon propre jardin. Mais là, non. Là, je mets à disposition une grande diversité, qui sont des plantes herbacées ou même pas, des arbustes, parfois des arbres. Et le jardinier, qui à l'époque n'était pas casqué beauté parce qu'il ne faisait pas encore de choses qui sont heureuses pour lui, même lui qui est même pas tout à fait bon, mais nul presque, et il est en train de faire son dessin. Il fait son dessin, c'est lui qui trace la courbe, c'est lui, c'est pas moi. Hein. Et il trace la courbe parce qu'il fait le choix entre ce qu'il veut conserver et ce qu'il veut enlever à partir de ce qu'il reconnaît sur le terrain. C'est un plasticien et c'est un naturaliste. Donc c'est un savant, un peu magicien. Il a un outil qui est pas mal. Je ne fais pas le bruit, il n'y aurait pas de moteur, ce serait encore mieux, mais bon. Alors après, les jardiniers ont pris ça en main, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a au début, c'est normal. Ça c'est normal, c'est une évolution. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on enlève quelques arbres pour retrouver la lumière qui porte la diversité. Donc ça, c'est l'expérience du parc André Citroën. Beaucoup plus récemment, là on arrive à quelque chose qui, comment dire, un autre registre qui justifie un dessin tout à fait différent et particulier qui se réfère au jardin planétaire. Jardin planétaire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la planète considérée comme jardin. Regardée comme un jardin, pourquoi? 3 raisons. Une, l'anthropisation, la couverture de la planète par l'homme, il est partout, comme le jardinier est partout sur son terrain. Même là où il ne va pas, il y a plein d'endroits où il ne va pas, mais il sait ce qui s'y passe, parce qu'on dit tout, il y a des drones, il y a des satellites, bref, il est au courant. Bon.
un peu. Le jardinier, pareil. Il y a plein d'endroits où il ne va pas, dont il ne s'occupe pas dans son jardin, et il sait ce qu'il y a. Deuxième raison, très importante, peut-être la première, la plus importante, peut-être, on pourrait la mettre au début si on voulait, le brassage planétaire. Le jardin, historiquement, est le lieu du brassage planétaire. Dans le jardin, quand on se sédentarise dans l'histoire de l'humanité, on met les plantes qu'on était autrefois allés chercher un peu plus loin, et de plus en plus loin, et qu'on va finir par mettre dans un endroit qu'on pourrait être une enclos. Et puis jusqu'à des plantes qui vont arriver de l'autre bout du monde. Et ça a été donné lieu à des guerres, à des luttes, des batailles pour les églises, etc. Jardin de Pamplemousse, si vous voulez, plutôt parce que je travaille dessus, est une histoire importante sur la culture de plantes qui sont convoitées, qui ont une valeur marchande et qui viennent de l'autre bout du monde. Bon. Donc le jardin, lieu du brassage planétaire, mais la planète, aujourd'hui, par les échappées du jardin, par les hommes qui voyagent de plus en plus, mais aussi par les mécanismes naturels, car il y a toujours eu du brassage planétaire, le vent, les oiseaux, etc. Ce brassage s'est accru, et vous avez une planète brassée. Ce qui fait que dans le sein d'un biome c'est un ensemble de compatibilités de vie sous un climat déterminé. Nous sommes dans un biome tempéré ici. Eh bien, toutes les régions du monde qui ont le biome tempéré vont pouvoir accepter des plantes de toutes les régions du monde où il y a un climat tempéré. Nous serions dans une zone méditerranéenne, on dirait toutes les plantes qui viennent de climat méditerranéen du monde, il y en a plein, des régions comme ça, vont pouvoir pousser là, etc. Et c'est ce qui se passe. Pas toujours, hein, parce qu'on ne transporte pas tout d'un continent à l'autre, mais c'est quand même ça qui est à l'œuvre. La planète aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer, je n'aurai pas le temps, mais vous trouvez en Nouvelle-Zélande une capucine qui est spontanée dans le Moulin-Békia. La capucine, elle est mexicaine. Vous trouvez au Chili un Mesembryanthemum sud-africain sur les plages, comme on a nous la griffe de sorcière partout. Vous trouvez, etc. Chez nous, c'est les Nantes, les Chinois, qui est arrivé pour des raisons économiques, commerciales, hein, c'est pour les soins, peut-être vous savez. Ou bien on va trouver le robinier, pareil, bon, partout, hein, américain. Donc nous sommes dans ce système-là, dans ce mécanisme-là. Enfin, dernière raison, troisième raison, c'est l'enclos. Le mot jardin veut dire enclos ou paradis. Enfin, et pas. Ça, c'est pas sûr, le paradis, mais l'enclos, c'est sûr. C'est-à-dire que cette petite couche de vivant qu'on appelle la biosphère, qui nous entoure, dans laquelle nous vivons, elle est fermée. Nous sommes dans un décret. Nous sommes limités par les limites de la biosphère, 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8 à 10 000 en dessous. C'est pas grand-chose, c'est rien, c'est très peu, mais il y a beaucoup de monde là-dedans qui s'agite quand même. Sauf qu'on est dans un enclos, dans un espace fini. C'est ça, notre jardin planétaire. Voilà. Brassage, mais aussi brassage culturel. Vous voyez, problème. C'est en plein. Non, je pense que c'est une histoire difficile. Le brassage culturel qui nous met dans une situation. C'est un peu décalé, ça ne l'est pas pour autant. Brassage culturel, je me trouve avec le musée du Quai Branly face à un exercice très particulier qui est de faire un jardin pour ce musée qui parle des civilisations de partout sur la planète, plutôt sous les climats tropicaux, mais qui sont, on dit que par des arts premiers, moi ça m'a toujours paru bizarre, je trouve que c'est plutôt des arts sacrés, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'un rituel à propos d'une cosmogonie, c'est-à-dire une vision du monde qui induit ça. Et les aborigènes australiens, je suis allé les voir, moi, ils sont malheureusement dans des camps, c'est terrible, mais on voit bien, et quand on lit ce qui a été écrit sur eux, que leur langage, ils sont dans l'art total. Ils parlent, ils chantent, ils dessinent, ils parlent, ils n'écrivent pas les mots, ils dessinent. Ils dessinaient dans le sable, ils dessinaient sur la peau, on est obligé à dessiner sur des dessins pour les commercialiser, sur des feuilles de papier, quoi. Et en gros, c'est pas ça, leur mode de communication, c'est l'art. C'est juste là. C'est très, très, très important. Ça, c'est une culture d'une force inouïe, quoi. On n'a pas du tout considéré comme ça au départ. Hein. Bon. Mais toutes ces cultures ont quelque chose d'étonnant. Or, je dis,
des livres là-dessus, et je tombe sur un symbole récurrent qui est la tortue. Mais c'est pas... Je ne m'attendais pas trop à ça. Moi, j'avais été un peu en Asie voir qu'effectivement, là, la tortue est cosmophore. Elle porte le monde. C'est pas rien. Hein. C'est-à-dire que les visions de la création du monde partent d'un socle qui est celui sur lequel tout s'appuie, qui est la tortue, et c'est le serpent Otaboga qui donne le souffle de la vie. Puis les hommes sont au bout de tout ça, mais tout petits, là, dans l'histoire, si on voit les images hein, qui sont représentées à propos de ça. La tortue est chez les Dogons un siège sur lequel on fait avouer les coupables. La tortue, elle est chez les Amérindiens la forme du campement qui va avec la queue donnant la direction de l'eau, de la rivière. Enfin bref, j'ai appris récemment chez les Hurons, c'est pareil en Amérique du Nord. Bref, c'est pas complètement incompréhensible. L'animal, lui, il vit vieux, longtemps, il est toujours là, lentement, il est de sagesse, de comportement. Et il est impressionnant, finalement, avec cette espèce de lenteur, vraiment tout le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. Bref, ça a marqué, et donc je me suis servi de ça comme symbole. Ce qui fait que ce musée, et le jardin, puisque le jardin est plus loin, le jardin, le musée est ici, dans Paris, la Seine. Le toit du restaurant qui est sur le toit du bâtiment est une forme ovale. Donc on retrouve ces formes ovales un peu partout, qui sont ces formes de la tortue. C'est pas forcément expliqué, et c'est pas dit, il n'y a pas de mots pour le dire, mais c'est pas grave. C'était disons, un moyen conceptuel pour aborder quelque chose qui est en rapport avec le jardin planétaire à travers le brassage, la notion du brassage, mais culturel, bien sûr aussi biologique. Parce que les plantes que j'ai mises là sont tous les chinois par exemple, ce sont des plantes qui sont pas de chez nous et qui peuvent pousser chez nous, on est dans un biome. Alors la question a été difficile pour moi, c'est quel paysage de choisir pour ça, quelle image paysagère. Voilà, la tortue, ça c'est une bombe volcanique d'Auvergne qui apparaît de temps en temps dans ce jardin, et le jardin lui-même avec des formes qui sont, vous voyez peut-être mieux ici, ça c'est une terrasse en forme ovale, et les dallages, c'est un dallage qui a des écailles. Mais le paysage lui-même, bon, je vais y revenir, il est dominé. Voilà, vous voyez un peu la terrasse. Ça, c'est la pergola, qui est une forme de tortue, qui a changé un peu aujourd'hui, mais elle a toujours cette forme-là. C'est une terrasse qui maintenant est couverte pour les enfants, mais elle est ovale. Vous avez ces écailles retournées, là, une tortue. Et ce que vous voyez sont des grands miscanthus derrière, qui sont des graminées qui dominent pratiquement tout. Ça, ou des stipares, enfin, peu importe. L'idée, c'était de faire un paysage non occidental. Comment faire un paysage non occidental? Oui, le paysage occidental, bizarrement occidental, hein, c'est des arbres sur du gazon tondu, vert, vert, surtout vert. Donc arrosage automatique, etc. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme c'est quelque chose qui gagne le monde, il y en a partout, ces machins verts, et même là où on ne peut pas faire du vert, dans des climats très secs, donc on arrose beaucoup, et quand finalement on ne peut plus arroser parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'eau, on peint en vert, c'est en Californie. Ça fait 3 ans qu'ils ont une bête de sécheresse, ils sont très angoissés parce qu'il n'y a plus de verre, il y a une entreprise qui fait beaucoup d'argent avec la peinture, voilà. Et puis chez nous, on a d'autres systèmes qui sont un peu pires, je crois, c'est qu'on met du gazon en plastique, depuis des grands rouleaux partout, à l'entrée des villes, à Saint-Nazaire, dans les climats où on fait passer plus tout. Hein. Et comme on associe ça, je vous dis, avec un arrosage automatique. Si. Parce que c'est dangereux. Parce que quand on tombe, ça peut se brûler quand il fait chaud, je ne sais pas quoi, il faut le mouiller. On arrose le gazon en plastique. Vert. Voilà. Pour vous dire à quel point il y a une question de l'ancrage du modèle culturel, du machin propre et tout, entre guillemets, c'est tout pourri en ce moment. Et voilà. Donc, c'est la question du. Non, ce qui est notre occidental, mais justement, c'est pas vrai. Et ce serait plutôt, c'était ma proposition, une sorte de savane arborée, au fond quelque chose où, même en hiver, on a une présence de ces graminées blondes. Alors aujourd'hui c'est devenu une mode, on en voit partout, mais dans ce jardin ça a un certain sens. Hein. Ça c'est donc, même la grille, elle a un rapport avec les formes graminoïdes.
J'ai plantes aquatiques aussi, il y a des canards qui sont venus tout seuls. Il paraît qu'il y a même des tortues, c'est pas moi qui les ai mis. Je voulais le faire au début, mais bon. On voit ce jardin, il y a un nouveau gestionnaire, et ça c'est vraiment bien parce que c'est pas facile. Je ne sais pas si on va avoir une cystute d'Europe. Ça vit chez nous, ça. On a dans la Brenne. Oui, je ne peux pas avoir l'image, ça c'est vers la partie nord du jardin. Non, mais enfin ici il y a des tuyaux qui donnent du goutte à goutte, autour duquel je me bats, parce que ça ne sert à rien. Étant donné que toutes les plantes que j'ai choisies sont des plantes qui peuvent vivre dans le climat de Paris sans être arrosées, mais ça rassure le client. Donc il y a un goutte à goutte. Et c'était tellement goutte à gouteux que ça a pourri tout ça et que j'ai changé les plantes ici pour mettre des prêles parce qu'il y avait trop d'eau. Alors je crois avec le nouveau gestionnaire qu'on va enfin enlever ces tuyaux qui sont très laids, pour ceux qui connaissent le jardin, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, voilà, donc ça c'est le jardin du musée de Quai Branly qui s'inspire de ce que pourrait être une vision de Saint-Bernard-Doré avec des symboles qui sont animistes, prêter une âme aux plantes et aux animaux. C'est la culture animiste qu'on trouve pas dans le monde entier. Alors on les voit moins, ces inclusions, parce qu'elles sont un petit peu polies aujourd'hui. Là on devine, ça c'est l'installation de Yann Kersalé qui lui travaille sur la lumière mais de façon artistique. On voit dans le fond, même en plein hiver, la présence encore importante de ces graminées. Ce sont des visconfus. J'en arrive au laisser-faire. C'est-à-dire, là, on a vu une maîtrise. On était la forme, on l'a pas critiqué, mais un peu abandonné. On arrive à quelque chose d'autre où on ne fait plus rien du tout. On dit, on laisse faire. Ça, c'est le chantier de Lille, devant la gare TGV. Vous voyez la colline. Je propose de garder le sommet de cette colline sous cette forme-là, qui est une île, qui existe dans le monde, une île antipode qui appartient à la Nouvelle-Zélande, et qui se détache sur un carré de gazon, et tout le reste est public, mais là on ne peut pas y aller parce que c'est le sommet, voilà, c'est ça le projet, c'est le sommet, et on construit pour maintenir ce sommet de cette colline, on enlève tous les tours. C'est ça qui s'est passé. Et on laisse faire la nature. Alors, ça sur le dessin de Claude Courtecuisse, qui avait travaillé dans le foot, un artiste qui nous avait donné des années dans la forme de l'île. C'est une vision récente mais très mauvaise, qui vous la situe sur ce carré dégagé où les gens peuvent aller. Et c'était au début où on voit le principe d'un plateau surélevé qui exauce la dynamique de la vie, le paysage se fait tout seul par lui-même. Ça veut dire qu'on n'intervient absolument pas là. On va faire des visites pour faire des recensements de diversité. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ça a été très mal perçu. Parce que c'était une friche sous les fenêtres des gens qui habitent à côté. Et du coup, la ville a pris peur. Il a dit, on va enlever, puis c'est trop cher à enlever. Donc on va cacher. Et ils ont planté des arbres pour le dos des arbres. Et ça, ces arbres, j'attends le jour où on va venir avec des étudiants et des tronçonneuses pour les manger, de façon à retrouver le socle qui valorise ce que la nature a fait. Alors pourquoi ça? Là, j'en arrive au troisième concept, le tiers-paysage. Qu'est-ce que le tiers-paysage? Le tiers-paysage est né ici, en Limousin, autour du lac de Vassivière, après une observation d'un paysage fabriqué par les forêts et les clairières. Forêt plantée, Douglas, donc ça va être très fermé, clairière, zone de lumière, les vaches. Je vais sur les arbres, rien. Diversité, rien. Stérile. Bon. Je vais dans les prairies, pas grand-chose. Très peu. Beaucoup moins qu'autrefois, parce que l'engrais, parce qu'il y a un trans, etc. Okay. Mais je trouve la diversité tout à fait ailleurs. Tout à fait ailleurs. Là où les machines ne vont plus. Là où c'est trop incommode, il y a des rochers. Là où il y a des dépressions, et c'est une tourbière. Là où il y a un sol squelettique, et c'est une lande, et ainsi de suite. Autrement dit, là où on ne fait plus rien. Dans les déprises. Dans les endroits où l'homme n'intervient plus. Je vois toutes ces espèces. En somme, les espèces délaissées, les espaces délaissés, sont ceux qui accueillent une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. On ne la trouve pas ailleurs. Ces paysages sont très différents. À bord de route, c'est assez riche, parce qu'on a très tout. Tous les autres que je vais citer sont vraiment tous différents les uns. Ils s'appellent comment?
le paysage de la biodiversité, j'ai choisi de dire, après l'ombre et la lumière, troisième paysage. Il me dit non, c'est plutôt le tiers, c'est référence au tiers-état, le mot de Sieyès qui, dans l'évolution, disait qu'est-ce que le tiers-état? C'est tout le monde, c'est la diversité. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Rien, pas grand-chose, il n'avait pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Ce paysage n'inspire à rien peut-être, mais moi je pense que nous, puisque nous dépendons de la diversité de notre manière de vivre, tout ce que nous avons, tout ce que nous consommons de là, il faut que nous portions un regard particulier sur cette richesse. Alors à ce moment-là, les espaces délaissés, ceux qu'on a toujours montrés du doigt en disant c'est pas beau, c'est pas bien, c'est vilain, nanana, et non, ça devient un trésor. C'est précieux. C'est juste le pôle génétique sur lequel va se déployer le futur. Comment fait-on pour à la fois garder, préserver ça, mais le regarder autrement déjà? Changement du modèle culturel. Difficile. Très difficile. Cela dit, avec une pédagogie, elle a fini par avoir lieu. Et tout a changé. Les gens n'y iront plus du tout. Ils ont une jolie forêt d'abord sous les yeux. Ensuite, ils savent que c'est un relevé de la richesse qui s'y passe et ça les intéresse aussi. Autrement dit, ils ont l'intelligibilité du projet et du contexte. C'est ma définition de l'intelligence, je ne vais pas définir ce soir. Tout le monde peut devenir intelligent dès lors que le contexte est rendu intelligible. Mais la pédagogie sur la compréhension, sur l'intelligibilité de l'environnement tel qu'on l'a aujourd'hui, qui la donne? Dans quelle école a-t-on l'apprentissage du nom de la plante, de l'insecte, de l'écosystème, à quoi sert celui-ci et celui-là dans l'écosystème? Pas beaucoup d'endroits, presque pas du tout. Problème, gros problème. Cela dit, quand on va auprès des habitants, on leur explique, mais ils sont très contents, parce qu'ils comprennent, il n'y a pas de problème. Donc ça y est, maintenant ça c'est résolu. Ce sera plus difficile d'enlever les arbres, parce qu'enlever un arbre, voilà, ça fait toujours... Voilà, ça dit que vous connaissez ça. Donc ça évolue de cette façon, avec une... Ah, tiens. Bon, ben voilà, ça c'est un des employés de la responsable du parc, avec lequel nous montons de temps en temps pour voir ce qui se passe là-haut. On ne peut pas y aller sans ça. Sinon, c'est une gestion différenciée, type jardin en mouvement, partout autour sur les 8 hectares, avec des poches de jardin. Enfin, bon. Un autre point qui est beaucoup plus actuel. Là, vous avez vu ce que la nature nous donne gratuitement. Une forêt. Je dis aux étudiants, dans notre métier, quand on ne fait rien, on est utile à tous. Pas beaucoup de métiers comme ça. Mais pour nous, c'est sûr, puisque quand on ne fait rien, on fait une forêt. Et si on fait une forêt, on fait de l'oxygène, on le partage. Donc il n'y a pas de crainte à ne rien faire. C'est vrai. C'est ce qu'il faut faire de mieux. Plutôt que de faire des bêtises. Alors, ici, c'est une expérimentation sur la question de l'économie et de la gestion. C'est 4 hectares dans la ville de Lyon, avec un jardin en mouvement partout, ça a été acté, c'est géré de cette façon-là. Ça se passe, c'est l'école normale supérieure lettres. Pour rassurer, on fait un gazon quand même. Et sur les côtés, des prairies qu'on fauche. Mais cette nourriture-là, parce que c'est la nourriture, des herbes qu'on fauche, tout le reste est géré dans mon jardin en mouvement. On en fait quelque chose avant de faucher, il y a 2 fauches par an, quelquefois une seule, ça donne des passages, des possibilités de voyage qui changent de tracé d'une année sur l'autre. Il y a parfois des fleurs aussi. On fait les foins une fois par an et on les donne aux moutons. Alors, ça c'est pas moi qui ai inventé les moutons, c'est le gestionnaire Michel Salomon qui a rajouté. Dans ce jardin, 8 hectares, le 4, c'est pas d'importance, beaucoup. Avec le BRF qui aurait le broyat raméage fragmenté, c'est une couverture sur le sol qui évite l'évaporation, qui évite de désherber trop, qui évite l'apport de la nourriture. On se sert des branches pour faire ça. Quand on taille, on a besoin de tailler. Avec le mulch qui est utilisé à partir des déchets végétaux. Avec les moutons. Et avec le compost, on recycle tout.
économie circulaire absolue, on recycle tout, c'est-à-dire qu'on ne jette rien. N'importe quel parc, jusqu'à ce moment-là, on mettait dans le camion qui arrive, les déchets dits de la ville, de la taille, de je ne sais pas trop quoi, et ça partait à la poubelle. Mais à la poubelle quoi? De la nourriture, on jette à la poubelle. Car la matière organique, c'est de la nourriture, toujours. Pour les plantes elles-mêmes, elles vont se décomposer en matière minérale petit à petit. Donc, absurde, moutons gentils, facile à élever, des moutons de Soé. Jardin géré avec une grande diversité, vous voyez, des plantes qui viennent vagabondes comme les molènes se mêlent aux autres, comme les générus qui sont plantés, qui font partie des plans de plantation de gestion. Une gestion douce malgré les tailles, il y en a quelques-unes quand même, beaucoup d'espèces florissantes et un millier d'utilisateurs de l'espace, puisque c'est un campus. Ça c'est l'école normale. La question là, elle est une question économique. Comment ferions-nous pour ne pas nous embêter? Comment ferions-nous, nous, pour recycler tout ce que nous utilisons? Avons-nous l'idée de concevoir, vous êtes designer, artiste, architecte, concepteur, je ne sais pas, ça, comment on va recycler, ça, comment on va recycler de tout ce qu'on a là, comment on recycle une maison aussi. Est-ce qu'on pense à ça? Sur un espace fini. On est dans un espace fini. C'est ça la question. C'est une question cruciale, elle est à la fois économique, elle porte sur l'esthétique, et elle porte aussi sur la question de la mémoire. Peut-on recycler quelque chose en le faisant disparaître alors qu'on y est attaché? Effacement de la mémoire, est-ce qu'on supporte ça? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc ça, c'est l'ENS. On applique tout ça à d'autres espaces. Je vous montre rapidement l'escalier jardin de Bruxelles, où le gestionnaire a eu, c'est un 21 mètres de large, des failles qui permettent à la nature de s'installer avec des points fixes, des boules, et qui rassurent lui aussi, le reste est très en mouvement. On est devant un foyer de 3000 habitants. Le gestionnaire a pris la gestion en main parce que la ville de Bruxelles ne voulait pas le faire. Et finalement, s'est rendu compte que c'était faisable. Et ça évolue comme ça. Et aujourd'hui, a repris la main. C'est la ville elle-même qui fait la gestion de l'escalier jardin du foyer maclénois au nord de Bruxelles. Avec, vous voyez sur la gauche, une gestion différenciée qui change de forme tout le temps, de part et d'autre de l'escalier lui-même. Dominante de graminées sur l'axe central, mais pas ailleurs. Ça, c'est la équelle. Gestion très simple. Ce qui a été choisi pour l'image qui annonce la conférence, porte sur cette notion du tiers-paysage. Il y a une partie du tiers-paysage américaine que l'on a ailleurs. Maintenant, j'en mets dans tous les espaces si je le peux, parce que c'est là que se réfugie une diversité qui fait partie des auxiliaires des jardiniers. Là, on est sur le béton. Parc public, vous voyez une rampe ici, qui donne accès. Qu'est-ce qu'on fait là? Chambre d'éclatement, la partie terminée. C'est celle où il y a le mur avec les poutres par-dessus. Là, il n'y a que les murs, deuxième partie, troisième partie, pas finie. Les Allemands n'avaient pas fini la construction à la fin de la guerre, c'est arrêté comme ça. C'est la base sous-marine qui protégeait les sous-marins à Saint-Nazaire. Le projet, je le fais en 3 parties, des arbres qui sortent des chambres d'éclatement, les jardins des Orpins, là où il y a les murs et pas de poutres, les jardins des étiquettes à droite. Ça s'appelle le jardin du tiers-paysage parce que les espèces sont toutes empruntées à un tiers-paysage. Il y a des espaces qu'on abandonne. Les 30, ça ce sont des forêts, il y a 100, je ne sais plus combien, 21 30, dedans, qui poussent. On va venir pouvoir agrandir bientôt les bacs. Ça, on est dans l'artifice. Là, on est dans l'artifice. C'est le seul endroit de base où on est dans l'artifice. C'est sûr, il faut des bacs, il faut des gouttes à gouttes, des choses comme ça. Mais ce n'est pas non plus infaisable. Voilà, vous voyez, ils sont tutorés entre les poutres, c'est tremble. Le jardin des Orpins, c'est complètement différent. C'est une quarantaine d'espèces capables de vivre sans rien, sans sol, sans assistance, basé là-dessus, sur les possibilités du polypode, la fougère ou de l'ombilique de vivre sur rien. Ça existe partout. Vous les connaissez, certaines de ces plantes, parce qu'elles sont utilisées pour les toitures. Ce sont des sédomes. Il n'y a pas que ça, il y a des euphorbes ici. Et là, donc, vous avez toute une série de jardins qui sont travaillés avec ça. Sur 10 cm de gravat, on peut dire de cailloutis. Ça donne des paysages, des micro-paysages qui ont
une tonalité différente. Ici, on est dominé par des gris, par exemple, par des argentés, avec des eaux-forts de fétuques. Ici, au contraire, des dorés, avec aussi des valérianes qui sont de l'autre couleur. Ça, c'est le jardin du toit de la base sous-marine, autour d'un canal qui n'existait pas, qui a été fait profitant de l'enfilement des portes. Et puis, le jardin des étiquettes, où là, les étudiants du lycée Jules Rieffel, qui n'est pas très loin, à Saint-Herblain, viennent faire la reconnaissance des plantes qui apparaissent spontanément. C'est le vrai pierre-feuilletage. Petit à petit, difficile, hein, la mise en scène de ça, parce que les étiquettes, est-ce qu'on les laisse quand elles ont, pour donner une plante annuelle qui va disparaître et qui va apparaître ailleurs sous forme de graines, va pousser plus loin, si vous voulez, et est-ce qu'on laisse l'étiquette, on dit qu'elle était là pédagogiquement, c'est intéressant, elle était là avant, oui, on ne peut pas, parce qu'il y avait des étiquettes partout, on ne verrait rien. Là, aujourd'hui, ça donne un peu ça, et c'est en train d'évoluer et de se boiser. Mais on voudrait conserver des espaces numériques. Alors, étant donné l'heure, je ne sais pas si on encore dispose de combien. Je dispose d'un quart d'heure. Vous avez encore le courage pour regarder. Bon. On parle de la diversité. Mais cette diversité, vous savez, est très en péril. C'est celle qu'on voit disparaître quand on dit qu'elle est très en péril, parce qu'on peut constater le départ, la disparition, ce serait dans les Limousin ou ailleurs, c'est partout dans le monde. Mais vous avez toute une diversité qu'on ne voit pas du tout, qui est dans le sol, et qui constitue le vivant, qui permet de faire vivre, pousser aussi tout ce que l'on exploite éventuellement. La vie dans le sol est quelque chose de extrêmement important. La biomasse vivante du sol est considérable. Mais quand on l'a tué par l'agriculture conventionnelle intensive, il n'y a plus rien. On vit avec les intrants, c'est-à-dire ce que l'on rapporte pour nourrir, pour faire pousser des plantes, qui sont généralement des monocultures, qui sont de plus ou moins des OGM, ça dépend du pays. Et voilà, ça c'est le miracle de l'industrie, de l'agro-industrie, avec l'idée de la maîtrise absolue de tout. Aucune espèce de regard vers le génie naturel, vers ce qui existe à l'état spontané, vers ce que la nature a mis au point depuis des millions et des millions d'années avant que nous ne soyons là, pour résoudre toutes sortes de problèmes, y compris pour vivre tout simplement. Donc, sol stérile, là nous sommes sur cette parcelle sur laquelle je travaille à Saclay, sol très riche, le plus riche terre de France, hein, pratiquement, ayant évolué par les routes tracées, il y a des abandons, des prises, des tiers paysages se sont formés, c'est des boisements qui se font par le morcellement, les machines n'y vont plus, et l'image la plus récente c'est celle-là, mais enfin, voilà le paysage que moi j'ai rencontré, Maïs, le paysage Maïs, c'est Maïs. Hein. Je veux dire, il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça. Ça veut dire qu'il a fallu tuer tout le reste. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est énorme, hein, comme massacre, c'est énorme, énorme. On n'imagine pas ce qu'on élimine pour une plante. Pour donner à des vaches qui vont faire, et à la fin, on récolte ça. Stérile. Ok. Bon, entre-temps, je ne vous dis pas, l'agriculteur, lui, il en prend plein les narines et il est à l'hôpital. Comment remettons la vie dans le sol? Comment permettons de retrouver la mécanique du vivant? Le protocole de Saclay consiste en l'enseignement de cette parcelle en 16 sous-parcelles, encadrées par un cadre agroforestier. On garde les bois. On a une parcelle témoin ici, c'est-à-dire un morceau sur lequel on ne fait rien. Un parking, un belvédère où on peut voir ce paysage, c'est un parc public. Ce sera, je ne l'ai pas encore fait. Avec des relevés, des analyses, carré par carré, en fonction de ce que l'on a mis, qui permet de remettre la vie dans le sol, pas évident du tout. Enfin, on sait qu'avec les paillages et les cultures et les mélanges des deux, on peut arriver, il y a 16 formules, on peut en faire beaucoup plus que ça. Alors là, je vous dis quand même ce qui s'est passé, parce que c'est horrible et ça vaut le coup quand même. Bon, il faut trouver le laboratoire qui veut bien faire ça. L'AEV, c'est l'Agence des espaces verts de France, qui est d'accord, c'est mon commanditaire. Hein. Pas de problème, ils veulent faire ça.
pour pouvoir donner à ceux qui exploitent les 2300 hectares agricoles à côté la meilleure solution pour passer en bio le plus vite possible. C'est urgent, c'est vraiment urgent. Bon, donc, il le fait. On va voir, c'est l'INRA qui est choisi. L'INRA dit, ah, mais on ne peut pas faire les analyses là parce que la parcelle est hétérogène. On va la faire ailleurs, on va l'éclipser, ok. Puis il revient à la charge, non, non, mais on ne peut pas, il faut qu'on rajoute à votre proposition d'enfouir des déchets organiques de la ville. Je dis, mais c'est quoi les déchets organiques de la ville? Là, j'ai pas eu de réponse. Il dit, moi, si c'est pour se permettre de continuer à polluer en disant, je sais comment les enfouir et les faire disparaître, je ne suis pas d'accord. Il faut que la ville aussi soit consciente du fait qu'on n'a pas à polluer forcément. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette idée-là? Si vous parlez des espaces verts, c'est pas vrai, ils recyclent. On en a parlé avant. Et à la fin, cette personne me dit, mais de toute façon, on ne peut pas le faire comme vous le proposez, en bio, tout de suite. Il faut le continuer en conventionnel, c'est-à-dire un peu loin. Hein. Je dis, mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Comment vous... C'est pas possible. Et elle me dit, parce que il pourrait y avoir des plantes qui poussent. Je n'ai pas inventé cette réponse. Je n'aurais pas eu l'idée du tout que si on pouvait dire une chose comme ça, on cherche justement à ce que les plantes poussent, y compris celles que l'on ne voulait pas, celles qui vont parvenir à dépolluer le sol, qui est traumatisé, qui vont apporter les matières organiques dont on a besoin, et ainsi de suite. Les bras m'en sont tombés, ils disent stop, on a arrêté, on a un autre labo, ça y est, on va le faire avec quelqu'un d'autre. C'est fou, hein, c'est pour vous dire où est-ce qu'on en est, c'est pas vieux, c'est tous les 2 mois. Voilà, bon, donc ça c'était le principe, je passe, tout ça, on a agrandi le terrain, on va peut-être le changer, mais peu importe, le principe reste le même. Je termine par cette question-là, diversité invisible, on a dit, celle du sol, qui nous aide, c'est un assistant gratuit. Les vers de terre, c'est gratuit. Tous les micro-organismes, c'est gratuit. C'est ça qui fait fonctionner tout le reste. Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui sont au point à l'intérieur de chacun de ces êtres, et qui ont des messages, des communications, en passant d'un être à l'autre. Comment pourrions-nous, nous, avoir une meilleure connaissance de cette question que j'appelle la conversation entre les plantes, pour instruire un jardinage plus intelligent dans le futur, aller plus avec et moins contre la nature. On dépenserait beaucoup moins, on s'embêterait beaucoup moins, on ferait beaucoup moins de dégâts. On aurait juste un accroissement nécessaire de la connaissance du fonctionnement de ces espèces qui ont mis tant de temps à mettre au point cette intelligence, ce génie naturel. Cargèse, 8 hectares, CNRS, en Corse. On me propose de faire un paysage, j'ai fait le plan paysager, ok, avec 2 autres anciens élèves. On vient de le rendre, hein, c'est un dossier qu'on vient juste de tout rendre. On me demande, ce qui est une chose inouïe, parce que je n'avais jamais pensé qu'on me demanderait ça, d'assortir le projet d'un protocole de recherche scientifique qui est lié à mon métier. Et je fais la proposition conversation entre les plantes. La directrice du CNRS l'accepte, 4 scientifiques s'inscrivent. Francis Allais, que vous connaissez de nom, parce qu'il est très célèbre, c'est lui qui a fait le film sur les forêts, qui fait Radodécime, etc., qui est botaniste. Ehud Meron, qui travaille sur les modèles dans les conditions du désert et qui est en biographe. Jean-Marc Chaumat, qui travaille au CNRS à Paris, et Bruno Mundia, qui a déjà commencé à travailler de son côté sur justement les échanges de messages entre les végétaux, et qui est au l'INRA de Clermont-Ferrand. Donc, ils sont tous venus sur le terrain. Là, en ce moment, il y a Francis, mais les autres sont venus avant. On a des conversations nous-mêmes par téléphone, voilà, pour savoir comment on va développer le projet. Le site est pas mal. Hein. C'est là où comment il s'appelait le prix Nobel de physique Charpak, merci, venait avec la main à la pâte, qui est son association. Et il y a encore aujourd'hui cette association, il y a encore des séminaires, c'est une résidence pour scientifiques. Cargèse. C'est à 1 heure au nord d'Ajaccio. Bon, là, on voit les anémomorphoses avec le bord de la mer.
les bâtiments qui sont en train d'être agrandis, le paysage autour qui va être un peu ouvert. On est dans un calicotome épineux partout avec quelques oliviers qui émergent. Alors vous voyez, ces lumières claires, c'est ce qui est proposé comme ouverture dans une masse boisée. Les acheminements, les parkings, enfin, tout ça, c'est des compositions d'esquisses pour ce projet, avec des espaces plus particulièrement pour les scientifiques, qui eux sont libres de changer de place, il n'y a pas de problème, et qui peuvent aussi bien sûr faire leurs recherches dans leur laboratoire partout ailleurs dans le monde. Hein. Ils ont juste la possibilité de faire ça aussi sur place. Ça c'est la némomorphose que je vous montrais tout à l'heure, sur laquelle Bruno Moulia va faire intervenir des artistes d'ailleurs, parce qu'il va avoir des écrans avec des formes spéciales pour que le vent passe différemment, pour voir quel est le rapport des plantes à la force de vent variable. Et puis ces images-là, par lesquelles je termine, oui, mais non, je voudrais juste dire, à propos de Cargès, que j'ai posé une clause. Il faut que les découvertes des scientifiques soient immédiatement portées à la connaissance de tous. Par Internet, c'est facile. De façon à ce que nous, citoyens, jardiniers éventuels, nous puissions les utiliser, au moins avoir la connaissance, en faire usage si on le veut. C'est gratuit, ça vient nous permettre d'utiliser quelque chose qui est le bien commun, ces plantes, elles étaient là avant nous, et que si pendant ce temps-là, il y a des laboratoires qui, par le biais du brevetage, mettent sur le marché, qu'ils n'interdisent pas, en faisant pression sur le législateur, l'usage de ce bien commun par une loi qui interdirait à chacun de pouvoir avoir accès à cette gratuité, c'est insupportable. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas possible. Donc on a besoin d'un juriste. Tout le monde est tombé d'accord sur cette proposition, qui est une proposition éthique, la directrice du centre, mais aussi les scientifiques. Nous sommes entourés d'avocats et de juristes pour faire pousser les plantes. Voilà, vous demandez. C'est la situation actuelle, hein, c'était le mois dernier. Je termine par ça, qui est la traduction visuelle de la conversation entre les plantes. Hieracium pilosène à la pilosène. Elle émet des toxines au bout de ses racines. Elle fabrique un rond, elle se désherbe. Mais on ne nous a jamais appris à jardiner avec ça. On ne nous a jamais dit que vous pouvez essayer de converser avec celles qui conversent avec les autres. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Nous sommes maladroits, parce que nous allons toujours contre, avec des outils et des machines et des produits qui tuent. Mais enfin, on pourrait essayer d'aller autrement. Donc ça, c'est la pilosène. Ça, vous connaissez parce que c'est une histoire connue, l'acacia épineux qui met des toxines au bout de ses feuilles. Quand les impalas ont trop brouté, alors il s'en va, mais sauf qu'il va trouver dans les autres acacias à côté le poison encore plus fort parce qu'ils ont été prévenus par un gaz éthylène qui était mis par celui-là, vous voyez. Ça, c'est célèbre, bon, comme exemple, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Une plante qui communique avec une autre plante et avec l'animal, quoi. Mais tout est comme ça. Si c'est comme ça, avec des petites herbes, avec des grands arbres, c'est que tout le monde parle. Dernière image, celle-ci, qui reste un peu mystérieuse, hein, mais qui parle de la conversation entre les plantes. Samanea saman, un arbre d'origine tropicale sud-américaine, que j'ai pris la photo du paysan en Australie, peu importe, comme ça, deux arbres adultes, au milieu de la route, j'étais et je fais la photo, et parce qu'on voit qu'ils ne se perpénètrent pas, ne se superposent pas, il y a une lumière entre les frondaisons que les scientifiques appellent une fissure de timidité. Je veux dire, les scientifiques sont des poètes, on sait, et quand ils cherchent un terme comme celui-ci, ça veut dire qu'ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place. Bon. Mais au moins, on comprend ce que ça veut dire. Et ça veut dire qu'il y a une communication, c'est obligé. Par le feuillage, par les racines, on imagine que les deux d'ailleurs, mais on ne sait pas pourquoi, c'est pas ce qu'ils se disent. Ils ont dénombré, plutôt sous les tropiques que chez nous, une centaine d'espèces timides. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Si ça se passe comme ça, avec des arbres, des choses spectaculaires, avec des herbes auxquelles on ne pense pas, ça se passe tout le temps, partout. Il y a un livre qui s'appelle « Le poireau et la fraise », quelque chose comme ça, résultat d'expérimentation de retour au jardinier, tout simplement. Mais on a regardé ça à la distance, en disant c'est quoi, c'est une bonne femme, n'importe quoi. Et c'était le contraire qu'il aurait fallu faire. On a perdu beaucoup de temps. Alors voilà, j'espère beaucoup que
le protocole de Cargé nous apportera quelque chose pour aller plus avec, moins contre, et vous comprenez dans cette progression que j'ai fait depuis l'espace formel qui raconte quelque chose historiquement par la construction, le rapport à l'ordre, à la pensée aussi, ces glissements vers quelque chose qui nous amène à considérer la forme comme quelque chose qu'on ne peut pas contourner, qui est importante, et qui ne va pas fabriquer forcément l'espace. La façon de trouver l'esthétique qui nous permettrait d'accepter ça culturellement, elle reste à déterminer aujourd'hui. C'est vous qui allez la trouver, je pense. Merci de votre attention.